Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, lundi 2 juin, oui, on démarre ce mois de juin comme il se doit avec le sacre. Voilà, pour la seconde fois d'un club français dans cette édition de la Champions League, la coupe aux grandes oreilles. Voilà, après Marseille, 32 ans après, c'est le Paris Saint-Germain qui la remporte cette coupe. Bravo aux Parisiennes, aux Parisiens, à leur club, à leur direction, à leur entraîneur et à leurs joueurs. Magnifique, justement, titre des Parisiens ce samedi soir du côté de Munich chez nos voisins allemands, l'Allianz Arena. Ça a été le théâtre pour ces Parisiens. Après cette coupe des coupes en 1996, le PSG donc aujourd'hui, lundi 2 juin 2025, est le club le plus titré en France concernant la planète football. Et il devance l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie et tous ses supporters et supportrices. Voilà, bravo à eux. Justement, dans cette émission, ce soir, on va parler de quoi ? On va parler d'un Paris Saint-Germain champion d'Europe. On va parler aussi de Luis Enrique, le meilleur de tous, selon certaines et certains. On va en débattre dans cette émission. Paris Saint-Germain, et maintenant c'est la coupe du monde des clubs, voilà, aux États-Unis. On va en parler avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir, le 01 53 48 3000. Rien de plus simple pour réagir avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Je le rappelle, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, le débat du jour, PSG, le meilleur d'Europe, cette meilleure équipe d'Europe. On n'a pas vu venir cette équipe douée encore et encore, selon Erling Haaland. Il n'en revenait pas. Il a même il a même tweeté, relayé l'information sur les réseaux sociaux. Justement, vous voulez réagir, le 01 53 48 3000 avec toute l'équipe qui m'accompagne. On va la présenter, cette équipe. Time Sport, le ras-le-bol. Bonsoir Juan Trocé, comment ça va ? Buenas tardes à tous. Très bien sûr, après cette victoire du PSG, mais n'oublions pas que après cette victoire du PSG, il y a quand même un gros rendez-vous qui va nous intéresser. Ouais. Là, c'est jeudi prochain. Jeudi, la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, et puis il y a l'Espagne et la France. Alors, ne me demandez pas mon avis, parce que vous savez, je suis espagnol. Justement, on va voir. C'est là avec Mourad aujourd'hui. Il n'y a pas de tea time, mais Mourad est bel et bien là avec nous ce soir. Bonsoir Mourad. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Non, je pense qu'il n'y a pas de place pour le tea time aujourd'hui. Après ce qu'on vient de vivre et le sacre du Paris Saint-Germain. Là, on a la chance d'habiter dans Paris. On voit que tout le monde est beau, tout le monde est content. Donc ouais, ça fait plaisir et j'ai hâte d'échanger avec mes collaborateurs sur cette fameuse épopée du Paris Saint-Germain. On va voir cette épopée du Paris Saint-Germain, comme tu le dis si bien, Mourad, avec Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir à tous. Comment ça va Greg ? Ça va bien. Je me dis, je fais partie d'une génération bénie. J'ai eu la chance de voir l'équipe de France championne d'Europe avec Platini. Ensuite, j'ai eu la chance de voir la première Champions League avec Marseille. Ensuite, j'ai eu la chance de voir la première Coupe du Monde avec Zizou et sa bande. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir le PSG remporter son premier championnat. Donc, comme dirait Thierry Roland, maintenant je peux mourir tranquille, quoi. Ça c'est on va voir. Dans longtemps Greg, pas encore avec le coach Etolé aussi qui nous accompagne ce soir. Bonsoir le coach. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bilal. Comment ça va le coach ? Écoute, ça va très bien. Impeccable. Tranquillement. Le sacre du Paris Saint-Germain. Ouais. Oui. Bravo les Parisiennes et les Parisiens. Je pense que tout a été dit, on va encore en reparler avec les confrères, mais bien entendu, bravo à eux. Une campagne n'est jamais évidente. C'est comme tu as dit au départ, je crois que ça a été dit aussi. On les voyait pas forcément au départ, mais la Ligue des Champions est un marathon. C'est ça. C'est comme un championnat, c'est extrêmement compliqué. Ils étaient proches, faut pas oublier, de l'élimination lorsqu'ils sont menés 2-0 face à City. Et là, il y a eu une bascule et tout s'est enchaîné derrière. Donc félicitations, et c'est simplement la deuxième Ligue des Champions française, troisième Coupe d'Europe. On espère qu'il y en aura d'autres aussi. Car le PSG est donc le club le plus titré à l'échelle européenne et bien sûr française. C'est trop peu, donc c'est vrai que on avait attendu 38 ans après la création de la Ligue des Champions que l'OM ou un club français la gagne. Et là 32 ans après, donc espérons que on attend un petit peu moins quand même. Parce qu'on n'aura pas le temps sinon de tous les célébrer. Si tu comptes sur l'Olympique Lyonnais
actuelle, il va falloir attendre longtemps. Monaco, encore, Lyon, encore Paris, Marseille, pourquoi pas Mourad, c'est vrai. En tout cas, on avait donné les pronostics dans cette émission vendredi lors d'une spéciale de 2 heures. Et c'est vrai que c'est notre réalisateur qui était le plus proche de ce prono. Un magnifique 4-0 et c'est Solal. Bonsoir Solal, comment ça va? Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. Quel plaisir de vous avoir en ce lundi 2 juin, forcément, après cette finale-là. Et oui, Bilal, étant donné que tu sais que je vis pour les caméras et plutôt pour les micros, alors s'écoute ça, les amis. Et Solal, on va la voir du réalisateur Solal. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, voilà, vous l'aurez compris. C'est ça, 4-0. J'adore montrer que j'avais eu raison. Bon, en tout cas, comptez pas sur moi pour ouvrir un compte de prono sportif en ligne. Je suis vraiment pas régulier sur ça, mais quel plaisir par ce score-là. Allez, moi j'ai une question. Avant de retrouver Mourad là. À te demander parce que presque félicitations. Jamais, je pense qu'on aurait 4-0, c'est pas mal, hein. Un score aussi faible. Et toi, est-ce que t'as pensé à te dire, je sais pas, 4-0, est-ce que t'avais peut-être parié ou quelque chose que là, 4-0? Non, mais à mon avis, en termes de, en fait, il y avait un trucage à faire là. Hein. Pour te répondre, à la fois j'y croyais pas et à la fois on a eu une discussion avec un de mes amis. En fait, on stressait tellement sur le fait que ce match allait être serré que juste on s'est dit à un moment, imagine, non mais c'est un match de foot, imagine il y a 5-0 ou il y a 4-0 et là on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit mais en fait, purée, mais pourquoi on parle de 2-1 ou de 1-1 ou pourquoi on perd de perdre la finale? Et dès ce moment-là, je me suis dit allez, ça va être une valise intégrale. Allez, on attend Alison qui a eu un peu de retard, notre journaliste consultante, mais on est avec Mourad aussi. On va débuter cette émission avec cette équipe du Paris Saint-Germain, championne d'Europe. Et oui, carton plein. Rien à dire donc, Mourad, sur ce PSG de Luis Enrique. Là, je pense qu'on est quelques jours après le sac du Paris Saint-Germain. On va pas rentrer dans les détails finalement, mais on va essayer de recueillir des impressions. Là, je pense que l'histoire douloureuse entre la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain, elle a pris fin le 31 mai 2025. Après, j'aimerais bien faire une analyse un peu plus subtile qu'une analyse, on va dire, un peu naïve, un peu puérile qu'on a l'habitude de voir par rapport aux célébrations, par rapport à ce qu'on a pu voir dans Paris, par rapport aussi aux observateurs autour de cette finale, autour du sacre du Paris Saint-Germain. C'est qu'on a l'impression que certains qualifient le Paris Saint-Germain, en fait, ce sacre d'exploit. Un peu comme si c'était l'exploit de Calais en Coupe de France, alors que bien sûr qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a le budget conséquent du club, il y a le travail en amont, etc. Mais aussi il n'y a pas que justement le côté on va dire le côté pécunier avec le budget du Paris Saint-Germain, mais il y a aussi tout le côté sportif. Et bien sûr, on peut prendre en compte le budget et l'argent qui est important, mais quand on regarde, je sais pas, d'autres clubs majeurs qui ont une puissance financière incroyable n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, comme Arsenal, comme la Juve, comme l'Atlético Madrid. Ces 15 dernières années, par exemple, ces clubs-là n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. L'AC Milan a totalement disparu. Donc, cette analyse naïve qui consiste à dire c'est un exploit, et l'autre qui consiste à dire que c'est sous-entendu autour de l'argent de QSI et du fonds souverain du Paris Saint-Germain, je pense que c'est entre les deux. Et entre les deux, on est sur un accomplissement avec un couronnement qui arrive au bout de 14 ans de l'RQSI et je pense que c'est un travail, voilà, tout en amont. Nasser Khelaifi, voilà, je lui tire mon chapeau. Il a mis les meilleurs coachs du monde sur le banc. Parisien. Il a fait du test and learn, il a tout essayé. Et là, c'est la consécration. On est arrivé, c'est ça. Donc voilà, et là, c'est une alchimie entre les présidents, entre le coach, entre le directeur sportif, et même les joueurs, supporters. Et on retrouve même, au-delà de tout ça, au-delà du côté pécunier, on retrouve même les valeurs du football. Solidarité, collectif, on est loin de tout ce qu'on a pu voir auparavant. En gros, je suis tout à fait d'accord avec Mourad. C'est vrai que les meilleurs d'Europe, force est de constater qu'ils ont gagné la Champions League et qu'ils l'ont fait avec la manière lors de ce match. 5-0, ça montre effectivement sa domination tout au long du match. Ça reste quand même une surprise parce que on se rappelle tous effectivement jusqu'à ce fameux match et les 2-0 contre Manchester et finir 4-2 jusqu'à là. Encore, on va rappeler quand même qu'ils étaient éliminés à ce moment-là. Ils n'allaient pas dans les matchs des barrages. Ils étaient éliminés carrément de la Champions League. Donc on peut effectivement se dire qu'il y a quand même une surprise. Après, sur les autres
fait que tu as signalé, oui, il faut tenir compte le budget des QSI, c'est 1 milliard d'euros. Alors, pas tous les clubs ont 1 milliard d'euros à investir par an, c'est la première des choses. Donc, c'est vrai qu'ils ont mis 14 ans, un peu plus que Chelsea pour gagner sa première Champions League, et un peu plus que Manchester City. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette finale perdue face au Bayern à Lisbonne, donc ils avaient déjà un vécu quand même par rapport à la Champions League. Et puis n'oublie pas quand même 58% de l'effectif du PSG, ce sont des joueurs étrangers. Ouais. Donc parce qu'il y avait un débat à un moment donné, qui existe toujours, si le PSG est une équipe parisienne ou était une équipe, voilà. Tout ça n'empêche que ils sont les meilleurs d'Europe aujourd'hui, ils l'ont montré sur le terrain. Et avec une finesse. Effectivement, maintenant, c'est la question les Parisiens. On répondra tout à l'heure lors du deuxième débat. Maintenant, effectivement, il va falloir voir comment ils sont capables de gérer ça et de continuer à avancer. Ouais. Parce que parfois, il y a des clubs qui ne savent pas avancer et qui se perdent par la suite. C'est vrai. Quand tu es si haut au niveau du foot business, après je laisse la parole, je pense que tu es obligé, quand tu es en Mondiovision comme le Paris Saint-Germain, d'être pluriculturel à un moment donné. Ah oui, ça sans aucun doute. Sinon, si on aime tous le foot amateur et qu'on est amateur du football un peu vieille France, on regarde les matchs de Coupe de France et les matchs c'est pas mal la Coupe de France, donc je pense que ce côté, parce qu'on a entendu un peu ce débat, cette petite musique consiste à dire le Paris Saint-Germain n'est pas un club français. Je pense que ça n'a aucun sens en fait, tout simplement. C'est parce que dès qu'on est tellement haut, on est obligé de s'ouvrir aux meilleurs talents, de s'ouvrir en Mondiovision, que ce soit au niveau des droits TV, que ce soit au niveau des investissements, parce que malheureusement la France aussi est dans un déclin économique, donc forcément s'il y a des investissements, ils vont venir de l'étranger, pas forcément de la France, donc c'est tout à fait naturel. Ouais. Alison avec Greg. Alors surprise, il n'y a aucune surprise, le PSG était quand même archi favori sur cette finale, même si on peut dire que dans une finale c'est toujours du 50-50. Alors la surprise pour moi elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau on a vu les caractéristiques du PSG en termes de justesse technique et en termes tactiques également, et on développera ça. Et puis j'ai surtout vu dans le PSG les caractéristiques de l'Inter, à savoir la combativité, c'est ça. La on attendait justement des gars qui ont faim, qui donnent tout, peu importe le scénario, etc. On l'a vu chez les Parisiens. Et la vraie surprise, in fine, ça a été la faiblesse de l'Inter, qui est pour moi davantage une faiblesse primo-tactique dès le départ. Le PSG arrive, ils ont commencé le match comme on commence un match de rugby, C'est-à-dire que premier dégagement, je te la mets dans ton terrain à 20 mètres. Et ça joue. Et puis, ça annonce la couleur. Le pressing. Direct. Et derrière, on a Inzaghi qui réagit nullement. Au lieu de se dire, le but du PSG, j'ai tout de suite compris. Moi, au bout de 2 minutes, j'avais compris la tactique. Au lieu de se dire, on va pas se prendre la tête, on va renvoyer sur Thuram, et puis il va nous servir de point d'appui. Puis derrière, il va relayer sur les gens. Il fait tout l'inverse. Allez les gars, on va relancer depuis l'arrière. Donc voilà, ça a été sur le volet tactique. Et puis l'autre surprise, je dirais, c'est effectivement le score fleuve. Score fleuve, Alison. Ah oui, justement, le PSG, surprise ou pas? Surprise d'un tel écart, je dirais, je m'aligne sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ai été surprise, pas que le PSG soit favori, pas que le PSG finalement puisse éventuellement l'emporter, mais j'ai été surprise d'un tel écart entre les deux équipes, un tel écart d'intensité, un tel écart de pressing, un tel écart d'envie. J'ai trouvé que l'Inter est totalement passé à côté de cette finale. Ça arrive de passer à côté des matchs, mais là, effectivement, pas de chance pour eux. C'était la finale de Ligue des Champions. Effectivement, Inzaghi a toujours voulu que Sommer relance court, alors que on a vu que ça ne réussissait pas avec Dembélé qui était la première personne qui allait le presser, etc. Donc la tactique finalement n'a pas fonctionné, et surprise de l'envie aussi et de l'intensité, comme je l'ai dit, du Paris Saint-Germain, et surtout de la non-réaction de l'Inter. J'ai pas reconnu cette équipe qui avait éliminé le Bayern. J'ai pas reconnu cette équipe qui a tenu la dragée haute et qui a éliminé ensuite le Barça avec de l'envie, de l'agna, qui les a poussés
poussé dans leur retranchement et qui ont été tueurs finalement sur professionnels des intérêts. Totalement. Ouais, totalement. Je dis, ça arrive. Après, il y a pas mort d'homme. Carrément parlé aussi. En tout cas, cette non-réaction, elle est assez surprenante. Mais après, quand on analyse bien, effectivement, ils ont pas réagi parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup trop fort pour, en tout cas, cet Inter-là. Mais même les remplaçants du PSG était plus fort que c'était chaud. C'est parisien. Faut se poser les bonnes questions. Il y a un critère à prendre en compte aussi. C'est la moyenne d'âge de l'Inter aussi. Là, au niveau de la pyramide des âges, on est limite sur un EHPAD. Voilà, au niveau de l'Inter. Je crois que le plus jeune joueur, c'était Bastoni. Et le Bastoni, 26 ans, je crois qu'il est plus âgé que la moyenne d'âge du Paris Saint-Germain. Qui est de 24 ans. Donc voilà. Donc tu prends le Real quand ils gagnent leur dernière coupe. C'est une équipe Mkhitaryan, 37 ans, la Serbie, 36 ans quand même, un minimum. Quand tu es face à un vent de fraîcheur aussi important que le 11 de départ du Paris Saint-Germain, un minimum, il faut trouver un minimum d'équilibre à un moment donné. On en a parlé lundi dernier, ici même. Il y a un facteur qu'on ne pouvait pas, qui était un doute, c'était l'état des fraîcheurs physiques de l'Inter, qui a joué jusqu'à la dernière minute les Scudetto. Et donc, physiquement, c'est une équipe qui n'a pas répondu parce que tactiquement ils ont été bouffés, c'est l'expression, mais aussi parce que je pense que physiquement ils n'étaient pas prêts. Je pense que l'entraîneur de l'Inter n'a pas réagi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. Je pense que perdu pour perdu, n'était pas prêt physiquement. Et là, on en a parlé lundi dernier. C'était l'un des enjeux, était savoir à quel point la fraîcheur physique du PSG, qui était déjà champion de France et qui avait bien préparé ce match, allait pouvoir effectivement survoler le match. Je pense que personne ne connaît mieux l'effectif de l'Inter que leur entraîneur. Moi, quand j'ai vu que l'Inter allait affronter le Paris Saint-Germain en finale, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et là, ils sont passés à côté sur la fin des derniers matchs du Calcio. Ils sont passés à côté en finale de la Coupe d'Italie. Donc il y avait déjà des signaux, il y avait déjà des alertes. Donc à un moment donné, perdu pour perdu. Mais injecte du sang neuf et voit comment que ça se passe. Il y avait aussi déjà des bribes face au FC Barcelone. Donc c'était totalement prévisible, surtout quand tu analyses les performances du Paris Saint-Germain face aux équipes anglaises qui mettent beaucoup d'intensité, que ce soit Aston Villa, que ce soit Arsenal, où là clairement on sentait qu'ils allaient être déclassés. On n'imaginait pas l'Inter quand même aussi faible. Alors effectivement, il y avait quand même la semaine d'avant, ils font match nul, ils perdent le Scudetto, etc. Donc effectivement, moi je me suis dit, on en a parlé la semaine dernière, je me suis dit ok, le championnat est perdu, mais là une finale de Ligue des Champions, ça s'aborde d'une manière autre. Et là c'est vraiment à 50-50. Personne n'a rien à perdre et tout le monde au contraire a tout à gagner. Et surtout pour l'Inter, la saison était complètement foutue. Tu remportes la Ligue des Champions. Je pense que là on te pardonne tout autre faux pas. Mais là la manière dont il a apporté de la première à la dernière minute, je trouve ça très très surprenant. En fait je parlais des éléments d'avant-match que justement Inzaghi aurait pu anticiper. Bien sûr qu'au niveau du match ils ont joué à l'envers comme leur signe Nike. On m'a annoncé une bataille des latéraux. J'ai rien vu avec les marques. Voilà, il y avait rien du tout. Donc il y a eu des anomalies puisqu'on a fait plusieurs scénarios. Ils ont joué totalement à l'envers de leurs caractéristiques. En fait, l'Inter. Donc c'était imprévisible. Mais il y avait des éléments d'avant-match où il aurait pu justement mettre en place des actions correctives. Et ça, il l'a pas fait. On l'a vu s'exciter comme Louis de Funès sur son banc de touche. Moi, j'étais assez surpris. Moi, j'étais assez surpris pendant le match, justement du coaching d'Inzaghi. Il était dépassé. Alors Claude, on va revenir à toi parce qu'on t'a pas eu. C'est vrai. On les a laissés bien parler justement. Ça a parlé de Louis de Funès, on retient. Ça a parlé aussi d'une marque Nike. Ça a parlé aussi d'équipementier. En tout cas, on n'en a pas vu du côté du Vieux-Port, de Bolzens, Bogedown. On n'a pas vu du côté de la Canebière aussi. Ces fameux maillots des interistes. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu à Addison. On en a même fait un reportage en sommeil dans les rues de Marseille. Eh oui, parce que moi j'y étais et j'ai un peu chipoté, j'ai un peu fait des micro-trottoirs et tout. On n'a pas vu ces fameux maillots et ces boutiques justement où il n'y avait plus de maillots en stock et tout. Ils attendaient peut-être la victoire pour défiler avec le maillot. Justement, le soir, on n'en a pas vu aussi sur le Vieux-Port. Mais je pense que les médias... Parce que le Paris Saint-Germain a gagné. Non, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu quand même. On n'en a pas vu. En fait, pour rebondir sur... Quand tu regardes un match, tu abordes quand même le maillot. Pour rebondir sur ce que dit Bilal, en fait, les médias mainstream, ils ont exacerbé un peu la tension Paris Saint-Germain, alors que Bilal était sur place et il me disait justement, il me montrait des vidéos qu'il n'y avait pas de maillot de l'Inter justement sur le Vieux-Port. On va marquer d'une courte pause et on revient rapidement avec toute l'équipe. Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour, vous êtes à l'écoute de Beurre FM, 20h20. On est ensemble en ce début de semaine, lundi 2 juin, jusqu'à 21h, et on aborde le nouveau sacre d'un club français dans cette Champions League. Oui, 32 ans après l'Olympique de Marseille, bravo au Paris Saint-Germain. Et ouais, sous l'égide d'un président qui se nomme Nasser El Khelaifi, son entraîneur aussi, Monsieur Luis Enrique, tous ses joueurs, bravo à eux. Et nous en sommes heureux pour le football français, et pas que. Voilà, ça, on va dire, ça embellit l'armoire du football français, on l'espère, avec le match face à la Roja. Et oui, la Ligue des Nations, ce jeudi soir. Lamine Yamal a déjà lancé les hostilités, justement, avec les joueurs français. Il a attendu au tournant, pas Achraf Hakimi, on reviendra sur Achraf Hakimi, étincelant. Et oui, le lion de l'Atlas, justement, l'international marocain, mais plutôt avec Ousmane Dembélé. Alors, on revient avec le coach Tolé. Time Sport, la parole des sociaux. Oui, Solal, peut-être une petite info que tu voulais balancer. Très rapidement sur quelques joueurs. Achraf Hakimi, on en parlait justement à l'instant. Il a marqué en quart, en demi, en finale. Donc félicitations à lui. C'est vraiment une présence qu'on aime savoir, surtout à Beurre FM. Aussi, je vais pas parler des valeureux buteurs. Je pense que les gens autour du plateau vont en parler aussi. Très rapidement, 2-3 joueurs que j'ai super apprécié pour la finale. Ousmane Dembélé qui fait un pressing, mais sans lui je pense qu'il n'y aurait pas eu 5-0. Il y a notamment des vidéos de lui avec la rage aux dents qui attend comme une panthère que Sommer dégage le ballon. Pacho, un sauvetage qui vaut vraiment de l'or. Je pense que c'est à l'image de toute sa saison. 0 carton jaune, 0 carton rouge pour 173 ballons récupérés en campagne de Ligue des Champions, 17 matchs, c'est énorme. Et aussi Marquinhos qui fait un travail extraordinaire sur Thuram. Vous avez parlé de Thuram tout à l'heure qui était un peu la clé de voûte de cette équipe malheureuse, mais je pense que Marquinhos a très rapidement dans le match réussi à le ceinturer et malgré son vieil âge réussir à faire un beau match. Le coach Tolé, justement, à la suite de cela. Le Paris Saint-Germain, le coach Tolé. Pour en revenir à ce match-là, bon, on peut quand même être surpris du score fleuve. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu un score aussi important, c'était 4-0. C'était Barça-Milan, où le Barça avait fait une grosse campagne. On avait très vite enterré Milan AC, mais Savicevic, De Sailly les avait calmés. Match extraordinaire des Milanais à l'époque. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, c'est que le PSG a fait une finale parfaite. Et moi, lorsque j'ai vu dans les 10 premières minutes Marcus Thuram dans ses 30 derniers mètres, c'est vrai que j'ai été moi-même agréablement surpris. Tu peux être acculé, mais je sais pas, j'ai senti déjà dans le comportement des joueurs interistes que je sais pas, on a le sentiment qu'on était à la 95e minute, que tu menais 1-0 et que tu gardais ton score absolument, aucune réaction de leur part. Et j'ai bien peur que je sais pas si Inzaghi pouvait faire mieux, mais là on sentait vraiment que collectivement il y avait vraiment rien, quoi. Moi ça me surprend pas, c'est une bonne chose. Je pense qu'ils étaient dans les 30 derniers mètres, et même de voir Thuram dans ces 30 derniers mètres. Si tu te dis je veux pas me faire prendre en transition par Paris, d'ailleurs leurs 5 buts c'est des buts de transition, hein. C'est pas autre chose. Ouais, mais là, pour moi, et que toi-même tu vises les qualités que tu avais, à savoir je vais leur mettre des buts en transition. Ouais, vaut mieux que tu attendes un petit peu comme fait l'Atlético de Madrid. J'attends dans les 30-35 et puis et je te colle à chaque fois des comptes et des transitions. Ils n'ont pas vraiment fait ça. Mais le problème c'est que tu as un garçon comme Di Marco qui te plombe le match à lui tout seul, parce que le grand problème c'est ce garçon-là. Lui, il nous plombe la finale. Tout le spectacle de la finale, il nous l'a plombé. Il nous fait une erreur de débutant, mais quand je dis débutant, c'est du niveau de U15. L'alignement au niveau de la défense, et ensuite le marquage passif. Je pense qu'il n'en a jamais entendu parler de sa vie sur le deuxième but, c'est-à-dire qu'il laisse un joueur qu'on sait qui est rapide en termes de vitesse d'exécution, il le laisse à 10 mètres de lui. Je veux dire, c'est hallucinant. Après, c'est très compliqué. Une fois que t'es à 2-0 et qu'en plus tu subis parce que tactiquement t'es têtu à vouloir relancer alors que tu n'as pas les moyens par rapport au pressing qui est en face, bah c'est sûr que t'as le moral dans les chaussettes, c'est très compliqué. Après pour me faire avocat du diable, Di Marco il y a 2 ans c'était comme un des grands artisans du beau parcours de l'Inter. Je crois qu'il avait même marqué en finale une super reprise de volée face à Manchester City. Il est pas mauvais, c'est censé être un joueur d'expérience. On n'est pas dans Minority Report, on lit pas l'avenir, c'était imprévisible qu'il allait livrer une prestation comme celle-ci, même s'il y avait déjà on va dire quelques largesses face à Lamine Yamal, mais qui n'est pas limité face à Lamine Yamal. C'est quand même donc parce que tu passes une saison. Après je pense que pour faire un grand match, faut être deux, mais tu peux faire un grand match tout seul et tu peux être nul tout seul. Là, le Paris Saint-Germain et la partition était parfaite et là l'Inter était très limitée. Donc voilà, on m'a annoncé la bataille du milieu, la bataille des latéraux. Marcus Thuram, même si c'était très compliqué, pour moi c'était le moins dégueulasse. Peut-être côté Inter, il y avait les 2 pointes
basses et les pointes hautes. Donc Marcus Thuram qui en a une de la tête, qui est pas passé très loin, et il y a Bastoni qui a quand même livré une belle prestation. Mais sinon, le reste, Sommer, on l'avait vu, moi je l'avais personnellement découvert, je le connaissais un peu de Bundesliga à l'époque de Mönchengladbach, etc. Ouais. Mais je l'avais découvert avec l'équipe nationale suisse, face à l'équipe de France. Mais là, il était totalement à côté de la plaque. Et bien sûr, encore une fois, lorsqu'on parle de pressing, pour moi, je suis contre l'idée de donner un ballon d'or parce qu'il y a des qualités de pressing, etc. Mais on voit que ça a été très utile, voilà, pour le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est des valeurs collectives. Et encore une fois, c'est les valeurs du football, la solidarité, le collectif, le pressing, le jeu sans ballon. Et c'est ce qu'on n'a pas vu sur toutes les périodes précédentes avec le Paris Saint-Germain, même si un bloc équipe, un bloc équipe, etc. Et c'est ce que je salue. C'est un travail. Et tout le mérite revient à Luis Enrique. Ça a été le génie de Luis Enrique, exactement. On avait déjà ouvert le débat vendredi en disant que pour le PSG, c'était une nouvelle ère qui s'annonçait. D'ailleurs, thématique qui a été reprise ensuite par la victoire du PSG quasiment par tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle ère en 2025 qui s'est lancée par le PSG. Et en quoi elle s'est lancée dans cette nouvelle ère? C'est que quand tu sors du système des baronnies et du baronnage, que tu mets en concurrence des garçons, que tu sais pas qui c'est qui va jouer, etc., tu les obliges à bosser. Quand je dis bosser, ils bossent plus pour eux, ils bossent pour l'équipe. Et là, on a vu franchement un PSG qui bosse pour l'équipe. Et moi, comme je l'avais dit vendredi, avant le match, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le PSG et ça m'a fait penser à la période de Barça, on en parlait d'ailleurs, à la période de Barça quand ils ont l'année d'ailleurs où ils ont eu leur titre de Champions League et ensuite ont été des ogres européens. Et je vous prédis que le PSG va être dans les 2-3 ans l'ogre européen et à commencer par la Coupe du Monde, des clubs que je pense qu'ils vont gagner. Tu sais moi ce qui m'a surpris, excuse-moi Claude, t'as pas assez parlé, je vais laisser la parole à Claude justement parce que là je suis un peu comme Mbappé au Paris Saint-Germain avant qu'il parte. Vas-y. Il y a que des Juan José. Mais on va revenir à Mourad. Juste un mot sur le fait qu'effectivement, j'insiste toujours sur le fait que tactiquement, ils n'ont pas su répondre l'Inter tout simplement parce que physiquement, ils n'étaient pas prêts pour répondre. Parce qu'on a vu face à Barcelone, ces mêmes Inter-là a été capable de répondre au pressing du Barça avec du pressing. Là, physiquement, ils ne pouvaient pas aller contre le PSG parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça, c'est une réalité. Après, je suis d'accord avec toi. En regardant ce match, je voyais le Barça des 2009 avec Guardiola ou le Barça des 2015 avec Luis Enrique. Mais ça, il faut effectivement des automatismes. Il faut avoir intégré un système qui t'oblige à bouger tout le temps sur le terrain pour donner toujours, pour trianguler, avoir toujours 2 possibilités, voire 3 pour passer la balle. Et ça suppose effectivement un travail où le PSG a mis quand même 4 mois jusqu'au mois de janvier à intégrer. Ces joueurs ont mis 4 mois à intégrer ce système de jeu. Mais ils ont réussi et c'est pour ça qu'effectivement je voyais aussi cette équipe de Barça. Ça va le coaching, mettre de côté des attaquants comme ça a été le cas de Ramos, Colomwani et j'en passe, ou même Dembélé qui n'a pas joué. Ça a fait partie de toutes ces stratégies qui leur a permis justement sur cette année 2025 d'avoir un vrai groupe collectif. Il a fait le coach de Tolé pour retrouver Mourad. Ce qui est terrible, parce qu'ils étaient pas loin d'une saison parfaite avec cette finale de Ligue des Champions. Au final, tu la perds. Tu perds les 2 coupes d'Italie face à ton rival historique, le Milan AC, la Super Coupe et la Coupe. C'est ça. Et le championnat. Et au final, saison blanche. Saison blanche. C'est terrible. C'est terrible. Oui, après, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de rebondir et d'être aussi performants quand tu t'es trompé sur des investissements comme Colomwani, comme Ekitike, qui sont à des dizaines de millions d'euros. Donc ça aussi, c'est le côté. Tu souris, mais il faut le dire. C'est une vérité. Il y a le côté. Mais c'est vrai. Le PSG peut se permettre. C'est pour ça que moi je suis entre les deux. Lyon ne peut pas se permettre des trucs comme ça. Exactement. Mais ce serait la fin de ces clubs-là. C'est pour ça que je dis ça. Le Paris Saint-Germain peut se permettre de se tromper de temps en temps. C'est pour ça qu'on loue justement le travail de Luis Campos, c'est vrai. etc. Mais il a eu quand même quelques boutades, il a quand même quelques casseroles. Donc voilà. Et après, c'est pour ça que moi je situe le parcours du Paris Saint-Germain entre les deux, entre l'exploit. Pour moi, c'est pas forcément un exploit, et entre la normalité parce que c'est pas quelque chose de normal. Et il faut créer une alchimie sportive. Voilà. Donc pour moi, c'est un accomplissement parce qu'ils sont quand même sur ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années depuis RQSI, c'est quand même pour moi un gros d'Europe. C'est 4 quarts de finale de Ligue des Champions, 2 demi-finales, 2 finales. Donc ils sont quand même présents et il manquait simplement ce couronnement. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est tout. Donc pour moi, c'est naturel.
couronnement sportif, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un couronnement médiatique, et ce couronnement médiatique revient à la Provence, le journal La Provence, le lendemain, qui va titrer en première passe. Et c'est notre jamais les 12e. Et là, on a retrouvé les Marseillais qui étaient pour le PSG, mais à jamais les 12e. Tu sais quoi, j'aimerais bien sur cette punchline-là, à jamais les premiers. En fait, c'est là que tu vois que, en fait, ils sont pas si chauvins que ça, que les Marseillais. Ils disent à jamais les premiers. Ils ont pas dit à jamais les seuls. Si tu dis à jamais les premiers, ça veut dire qu'il y aura un deuxième. Et le deuxième, naturellement, ce sera le prochain, je sais pas, le prochain gros club, là, c'est le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'après le Paris Saint-Germain, ce sera l'Olympique Lyonnais. Donc il n'y a pas forcément de chauvinisme. Mais après, au bout d'un moment, et dernière chose, je pense que l'Olympique de Marseille s'est libéré de ce fardeau de à jamais les premiers. Je pense que c'est une bonne chose pour eux de voir le Paris Saint-Germain justement gagner cette Ligue des Champions, parce que ils ont plus gagné, ils ont plus rien gagné depuis 93. C'est un championnat en 2020 et 0 Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. Peut-être regarder le passé et regarder l'avenir de l'avant. C'est vrai qu'il y a eu quand même 3 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et 3 finales de Coupe d'Europe. On va revenir à ça. Allez, mais c'est la trophée vide. On va partir du côté de la Porte d'Auteuil. On va partir du côté de la Porte d'Auteuil rapidement et on revient avec ce débat assez alléchant. La Minute Roland-Garros sur Beurre FM. Bonsoir Bilal, bonsoir aux auditeurs, j'espère que vous allez bien. Roland-Garros, ça y est, les choses sérieuses ont commencé déjà depuis un moment. Bonsoir Fauzi. Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs. Fauzi, le consultant, je le rappelle à tous nos auditeurs et à toi Bilal, le consultant tennis. Et d'ailleurs, je dois le reconnaître, heureusement qu'il est là, parce que sur le plan technique, je vous avoue que moi, je fais pas l'affaire. Alors, Fauzi, on va s'arrêter sur ce qui s'est déroulé ce week-end. Et ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses. Tu y étais, t'as passé un grand moment. Vous avez passé, pardonnez-moi, je vous tutoie soudainement. Vous avez passé un grand moment donc à regarder les différents matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez noté? Là, on est vraiment, comme je le disais il y a quelques jours, on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est la dernière ligne droite. Donc, j'ai été très impressionné. Donc, j'ai assisté, entre autres, à plusieurs matchs. J'ai assisté au match de Djoko, bien évidemment, et celui hier de Carlos Alcaraz, contre Ben Shelton, joueur américain, jeune, très talentueux, qui sert à plus de 220 km/h. De temps en temps, il frôle les 230 km/h. Et je peux vous dire que c'était extrêmement impressionnant. Donc, aussi très impressionné par le réglage de Carlos Alcaraz. Il est vraiment dans la lignée de Rafa. Et là, je pense que il y a vraiment, je vois 3 favoris moi cette année: Sinner, Alcaraz et Draper. Donc, alors justement, Fauzi, vous avez vu, vous avez assisté au match de ce week-end, celui de Carlos Alcaraz, un prodige ou pas? Est-ce que c'est un prodige? Est-ce que, comme on dit dans le football, c'est le Lamine Yamal du tennis? Yamal. Oh oui, quand on regarde son jeune âge et son palmarès en peu de temps, effectivement, c'est un joueur qui a une très grande maturité, qui a encore un potentiel pour pouvoir encore avoir un jeu un peu plus mature, style comme Rafa, bien évidemment, mais je voudrais pas le comparer à Rafa parce que c'est différent, c'est un petit peu différent. Quand vous dites Rafael, c'est Rafael Nadal. Ouais, Rafael Nadal. Mais voilà, mais il a vraiment le talent. Il a vraiment le talent. Alors, est-ce qu'il en gagnera 10, 15 ou 14 comme Rafa? Peut-être pas, parce que c'est difficile, il y a une très grande concurrence, mais qu'il en gagne 7 ou 8, je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour pouvoir gagner. Donc voilà, mais attention, on a des joueurs comme Sinner qui sont excellents, on a Zverev qui n'a pas encore gagné un tournoi du Grand Chelem, qui est là en embuscade, et puis Djoko. Ah oui, Djoko, vous l'avez vu alors ce week-end? Djoko, 38 ans, mais une hygiène de vie remarquable. Je pense qu'on peut lui retirer peut-être 10 ans en termes de forme physique. Il est plutôt la trentaine que 38 ans. Et quelqu'un qui extrêmement bien déréglé, bien structuré dans son jeu. Et on voit qu'il est encore extrêmement déterminé. Et donc là, pourquoi pas, il faut s'en méfier. Quand on regarde l'an dernier aux Jeux Olympiques, il était quand même en finale contre Alcaraz et il l'a emporté. Exactement. Merci Fauzi. À demain alors, donc sans faute. Ouais, à demain. Et puis j'espère qu'on n'aura pas de surprise aujourd'hui. Donc Coco Gauff a remporté son match. Donc voilà, il n'y a pas trop de surprises pour l'instant. Attendons de voir quart de finale. Et puis je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle journée sur les cours de Roland-Garros. Voilà Bilal. La Minute Roland-Garros
sur Beurre FM. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour, 20h36 minutes, vous êtes à l'écoute de Beurre FM en compagnie de notre journaliste consultante Alison qui est avec nous, Juan Trocé, Mourad, et oui, il n'y a pas le tea time, on le retrouvera la semaine prochaine, on l'espère, mais en tout cas, Mourad est toujours là avec nous ce lundi soir. Greg, avant de nous laisser filer, justement, évacuer à ses occupations sur les terrains de football et sans oublier le coach Tolé qu'on peut retrouver chaque mercredi soir sur l'antenne de TFX, c'est ça? Exactement. On va le retrouver, le coach Tolé. Time Sport, le mode pressing. Avant de revenir à Mourad, le coach Tolé, il a balancé, c'est vrai, un sujet, il faut l'aborder, ce sujet. Marseille-Paris, c'est ça, et on voyait un peu cette querelle entre ces deux clubs, qui est le plus grand, qui est le meilleur. Alors moi j'étais d'ailleurs attentif, Mourad, par rapport à ce que tu disais à la presse marseillaise, qu'on le veuille ou non, la presse marseillaise a respecté le fait que le PSG ait joué sa finale et gagné, on les a pas entendus. Et le fait de répondre en disant j'aimais les seconds, c'est un côté ils étaient en apnée, c'est normal. C'est tranquille et tout. Non mais ça c'est quand même important de souligner. Après ce qui est important aussi, ça a été dit je crois par Greg, quand l'OM avait été champion d'Europe, malheureusement il y a eu l'affaire au MVA et donc ils ont été plombés derrière. Malgré un très gros recrutement, mais on n'en parlera jamais de l'OM. Ils ont une meilleure équipe à l'époque. Non mais il y a un sujet dont on parlera certainement pas. Alors, c'est quand l'OM est champion d'Europe, ils font un recrutement incroyable. Il y a même Paolo Foutré, des joueurs extraordinaires qui arrivent. C'est le deuxième plus gros budget d'Europe à l'époque aussi. Hein. C'est pas non plus un exploit en 93. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où je veux en venir, c'est que t'as pas cette continuité de après qu'est-ce qui se passe. L'OM avait été suspendu de Coupe d'Europe, Ligue 2, on connaît la suite. Et là, c'est la première fois qu'on va avoir une situation où là, on va voir le champion d'Europe. Quels que soient les moyens, on s'en fout là du PSG, mais comment le champion d'Europe français va pouvoir gérer la suite? Et ça, on n'a jamais vu. C'est une première. C'est vrai. On peut pas dire que c'est pas un exploit en 93, c'est le deuxième plus gros budget. C'est un exploit parce que pour être le deuxième plus gros budget, les années d'avant, t'as gagné des choses, t'as fait des choses, t'as été à très haut niveau, t'as déjà fait une finale, t'as encaissé beaucoup d'argent qui te permettent à N+1 l'année suivante d'avoir ces budgets-là. Bien sûr. Non, mais dès que je dis c'est pas un exploit, c'est-à-dire à l'instant T. C'est pareil, c'est comme le Paris Saint-Germain. Si on resitue, si on fait le parallèle entre les deux épopées, il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu Bernard Tapie qui arrive au pouvoir. Il y a eu la finale ratée, la finale manquée de 92. Il y a aussi à peu près le même contexte où t'as Jean-Pierre Papin qui part. Peut-être que ça remobilise les troupes, peut-être que ça crée un collectif, que ça soude le collectif. Donc tout ça c'est juste par rapport à ça que je dis c'est pas un exploit, c'est peut-être une préparation qui est en cours. Et parfois, c'est pas, c'est des collectifs qui gagnent au détriment d'individualité. C'est juste par rapport à ça. Dès que je dis c'est que c'était en téléchargement. Voilà. Par rapport au projet Tapie qui existait bien avant 93 et il n'a pas non plus été créé à N-1. Je crois que c'est Bernard Tapie, c'est depuis 86. C'est 86. Exactement. 86, donc voilà. Donc c'était un projet en téléchargement déjà depuis assez longtemps. Mais Milan était une très grosse machine à l'époque. Pas 14 ans comme QSI, mais quand même assez en place. C'était une grosse machine. Pour les mêmes raisons, parce que les années d'avant, ils avaient tellement été performants. Je veux dire, en termes de merchandising, aujourd'hui, le PSG, il a construit comment sa victoire? Il ne faut pas se leurrer sur 10 ans. On a d'abord une politique de merchandising. On en parlait beaucoup avec Mourad de cela. Dans la marque. Alors on s'est retrouvé avec des joueurs un petit peu starlet, etc., qui étaient en fin de cycle, etc. Ensuite, on a eu des joueurs un petit peu plus modernes. Et puis maintenant, on commence à être dans le projet final. Mais tout ce qui a été fait il y a 10 ans de ça, en termes de visibilité, de merchandising, et puis les petites performances qu'on a pu avoir, ne serait-ce que la finale précédemment, ça a fait rentrer beaucoup d'argent. Qui permet aujourd'hui, et vous l'avez dit à très juste titre, de pouvoir se permettre, quand tu recrutes, là où malheureusement, à cause des budgets en France, hormis le PSG, personne n'a le droit à l'erreur. Au 18e. Greg, toi qui es dans le foot business, tu sais très bien que pour aller à ce couronnement, il faut être profitable à un moment donné. Pour être profitable, il faut développer du merchandising, il faut développer l'image de marque, il faut faire du soft power, etc. Et ça, c'est ce qui va te permettre de te tromper de temps en temps, de faire des mauvais investissements, etc. Et ensuite de réajuster. Et quand tu peux te permettre de te tromper et réajuster tout de suite après et continuer à performer, c'est là que tu as passé un cap. Et c'est ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Ils sont trompés sur plein d'investissements, sur des Skriniar,
part sur des colomanies, etc. Mais ils ont les moyens de le faire. Mais parce que bien sûr qu'il y a un fonds souverain derrière, mais il y a aussi, parce qu'il faut pas non plus croire que c'est le capitalisme à son paroxysme. Il y a le fair play financier, il y a la DNCG en France, donc il y a quand même un cadre. Voilà. Mais donc on a les 10 années lyonnaises, c'est quoi? C'est le même principe. C'était piller le marché, c'est piller le football local. Parce qu'ils fabriquaient non-stop des joueurs qui revendaient, et du coup, ça faisait monter forcément les moyens. En faisant monter les moyens, ça faisait monter la performance. Tout est lié. Pas faux, justement, tout est lié. Lui, il les a reliés, justement, ces joueurs. Luis Enrique, oui, Libéric, bravo à lui contre C. Bravo à lui, critiqué, parce qu'effectivement, tu posais la question. Et je tiens à dire que Boula l'a défendu, tout au long de la saison. Alors le cas de Luis Enrique est quand même assez particulier déjà parce qu'effectivement le cas de Luis Enrique était particulier parce que déjà il n'était pas la première option du staff du PSG. Il y a d'autres entraîneurs qui étaient première option et qui n'ont pas souhaité venir. Décidément, après le dernier départ, ils ont misé sur Luis Enrique qui avait quand même une expérience un peu mitigée en tant qu'entraîneur, rappelons-nous. Donc il a entraîné le Barça B en 12e division. Je ne dis pas non plus une réussite spectaculaire. C'est vrai qu'après le Barça B, il a réussi tout avec le Barça, à l'image des Guardiola qui avait aussi entraîné le B et puis a pris le A et il a fait les campagnes qu'il a fait avec le Barça. Il est parti à Rome, parce que le passage de Luis Enrique à Rome n'a pas été non plus magnifique. Le Celta de Vigo, ça n'a pas été non plus vraiment un exploit énorme. Ça a très bien marché en équipe d'Espagne, même s'il n'a pas gagné vraiment des titres avec l'Espagne. Donc c'était aussi misé sur un entraîneur qui avait quand même, par contre, la poigne effectivement de pouvoir gérer un vestiaire, qui avait des idées très claires et surtout qui savait résister aux pressions aussi du PSG, de la direction du PSG. Donc, il y a eu le départ, bien sûr, des Mbappé, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à part son histoire personnelle, privée, sa vie privée, etc., c'est vrai que c'est un entraîneur qui reste très discuté parce qu'il a un caractère compliqué. Ils s'entendent très mal avec les médias, ça c'est une réalité. C'était en Espagne, ça dépend c'est avec aussi qui, en France. On le trouve assez froid. Peut-être qu'en France, il est un peu plus avenant, parce qu'aussi ce n'est pas l'Espagne, donc c'est le rythme est différent. C'est pas sa langue maternelle, etc. En même temps, c'est un homme qui connaît très bien le football. Il a entraîné quelques clubs. En tant que joueur, il a fait le Sporting de Gijón, le Real Madrid et le Barça. Je pense que 80%... les 3 clubs qu'il a fait, pas plus que ça. Et c'est vrai qu'il a l'expérience de la sélection nationale, mais au-delà de tout ça, effectivement, au moins il a su donner confiance au vestiaire, donner confiance aux joueurs et surtout convaincre le PSG, la direction du PSG, dès qu'on pouvait faire autrement. Et ça, c'était pas évident après avoir investi plus de 2 milliards. Au-delà de tout ça, je pense que 80% des journalistes et des observateurs du football lui doivent des excuses, moi y compris. Je pense qu'il a été traîné dans la boue médiatiquement, même si on peut... c'est légitime, être un peu dubitatif par rapport à sa relation avec les médias, par rapport à ses préceptes de jeu, etc. Sauf que le football, voilà, il est mieux placé que nous pour savoir ce qu'il veut mettre en place. Et là, force est de constater qu'en 2 ans, il a transformé le PSG. Moi, déjà à l'époque, j'étais fan parce qu'il a un peu verticalisé le FC Barcelone. Avec l'Espagne, il a été un peu caricatural, mais bon, et on a l'impression que lui aussi, au même titre que le Paris Saint-Germain, c'est un accomplissement. Le couronnement du PSG, c'était aussi son couronnement à Luis Enrique. Donc voilà, tout ça pour dire que lui aussi a grandi en tant qu'entraîneur, mais les journalistes aussi doivent s'excuser. Excuse-toi, Bilal. Alors, moi, excuse-toi, Bilal, auprès de Luis Enrique. J'ai jamais critiqué Luis Enrique. Alors moi, je l'ai critiqué, je m'excuserai pas. Vraiment, Mourad, mais c'est bien. Alison, elle a critiqué. Non, mais moi, je l'ai critiqué au début de saison, et c'est à juste titre. Moi, je ne suis pas une personne qui critique pour critiquer, et je ne critique pas l'homme. Bien sûr, Alison. Vas-y. Donc, les excuses, les excuses, ils peuvent se les garder, et tous ceux qui veulent qu'on s'excuse, ils peuvent se les garder aussi. Comme ça c'est dit. Mais au-delà de ça, Luis Enrique, il a été très froid en conférence de presse, il a été très mal poli et arrogant à certains moments aussi en conférence de presse. Donc c'est pour ça qu'en retour, on a eu des fois des personnes qui ont été assez dures. Quand on a un entraîneur en face de nous et qu'on a envie justement de qu'il s'explique, parce que la conférence de presse est aussi faite pour ça, pour demander des explications et pour donner des explications, et qu'on nous répond, bah non, vous les gars, vous comprenez rien et que j'ai pas à m'expliquer. Bon, on peut comprendre.
j'ai l'impression que c'était des justifications qui étaient demandées au lieu d'explications. Pas forcément. Ce que je veux dire. Quelle conférence de presse on a passé les 3/4 des questions n'avaient rien à voir avec le football ou on parlait de joueurs, de ci, de ça. Je comprends que le garçon il est agacé. Je veux dire, c'est un top professionnel. Moi, j'aime beaucoup le profil. Moi, je suis un fervent défenseur du système anglais, à savoir le manager qui est en même temps directeur sportif et entraîneur. Je suis très content que la direction et Nasser lui ait laissé les mains libres en matière de recrutement et ne pas se faire imposer des joueurs. Et je trouve que arrivé à un moment, on parle football, j'ai pas le temps d'autre chose. Il a pas leur temps, c'est ça la réalité. Il a pas leur temps. Arrêter avec ça, il a pas leur temps. Il a pas leur temps. Tout le monde a le temps. Tout le monde. Qu'on redescende un peu tous. On parle de football déjà. Donc qu'on arrête, que ça prenne d'autres proportions. Mais au-delà de ça, moi, ce qu'il faut forcer de reconnaître à Luis Enrique, c'est que effectivement son caractère de cochon a payé parce qu'il a su imposer une nouvelle ligne directrice au Paris Saint-Germain. Il y a quelques années, jamais Nasser Al-Khelaifi ou le directeur sportif aurait misé sur des jeunes pépites qui n'ont rien à prouver jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a Désiré Doué, c'est Luis Enrique. On a Barcola quand il est venu, il était effectivement bon, mais c'était pas le Barcola sous Luis Enrique, plein de confiance, qui sait finir, etc. Donc effectivement, il a su, et Dembélé, il a été totalement repositionné et retransformé. Donc la confiance qu'il a su engranger à son effectif, à ses joueurs, c'est à mettre à son crédit. Rapidement, Solal, on va retrouver Mouradé, le coach Tolé. Il y a deux types de situations qui définissent bien Luis Enrique à 3 momentum importants, je pense, et c'est bien de les rappeler. On parlait d'interview. Quand il dit, je pourrais vous expliquer ma tactique, vous la comprendriez pas. Je trouve que c'est assez marquant de la part d'un entraîneur, et ça vient aussi avec l'arrogance dont vous parlez, chose dont il s'est vanté d'avoir raison au final, parce que il a remporté cette Ligue des Champions. Et je pense que oui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, malgré le fait qu'on veuille rassurer, malgré le fait que des questions qui sont posées ont pour but aussi de venir passer de la pommade à certains moments de la saison. Ensuite, pour finir sur la deuxième situation très importante, et je finirai ça par ça, Bilal, c'est que il y a eu deux situations, une avec forcément Luis Enrique et Mbappé qui a fuité pendant son documentaire, et une autre avec Ousmane Dembélé, où ce qu'a reproché de manière assez forte Enrique à Kylian Mbappé: soit un leader, efface-toi. C'est ce qu'on a vu par la suite par rapport à Ousmane Dembélé. Donc oui, ça a pu choquer des gens de voir un entraîneur taper des bouteilles d'eau dans le vestiaire, crier sur un joueur qui fait pas. C'est rien. Oui, il y en a qui bien sûr, mais c'est vrai. C'est important de le redire. C'est important de le redire. Sur le banc. C'est vrai. Ça peut paraître bizarre de voir un coach engueuler un joueur à qui on n'a rien à apprendre en principe, et pour autant, en prenant un joueur un peu moins fort sur le papier, il a réussi à garder les mêmes idées, à en faire un joueur plus fort en termes de trophées. Il a toujours accroché le coach Tolé. Luis Enrique. Avant de terminer, bien sûr. Bravo. Alors, bravo. Non mais bravo, il avait des statistiques. J'ai une statistique quand même. Bravo, simplement, moi je me souvenais que il était peut-être critiqué à juste titre ou pas, mais on le critiquait souvent. Ce qui revenait, c'est pourquoi il fait un turnover, pourquoi il fait ci. Il a toujours fonctionné comme ça, notamment en équipe d'Espagne. Donc en fait, à un moment, le PSG sait pourquoi il le fait venir, et c'est vrai quand même. Moi, j'y croyais moyennement à son arrivée, où ils avaient estimé que la politique aussi avait changé. Campos est arrivé sous Galtier, et Luis Enrique a vraiment mis son empreinte. Et Campos, il l'a connu à l'époque du Celta de Vigo, parce que Campos, vous savez, qui conseille le Celta de Vigo. Et Luis Enrique a entraîné le Celta de Vigo, donc il se connaissait. Juste une statistique. Luis Enrique, c'est le deuxième entraîneur qui réussit un triplé avec deux équipes différentes. Le deuxième triplé. Barça 2015. Barça 2015, il gagne 2025. La Champions League, la Liga et la Coupe du Roi. Le PSG. Il réussit cette année en France. L'autre entraîneur qui a réussi ça, Ancelotti, non? Guardiola. Alors, justement, avec le Barça et Manchester City. Et après, on va essayer de titiller Mourad. Enrique est très dur qu'il explique pendant une conférence de presse tout ce qu'il fait, parce que ça touche la tactique, et tactiquement le PSG est le plus fort au jour d'aujourd'hui. Ça touche la technique, et moi ce qui m'a choqué, c'est la différence de justesse technique
entre le PSG et l'Inter. Qu'il soit fatigué, c'est une chose, mais ça ne doit pas te priver de ta justesse technique, la fatigue. Et ensuite, le volet psychologique. Et dans le volet psychologique, c'est très important aussi. C'est ce qui lui a permis de véritablement transformer des Barcola, des Dembélé, des Doué, des Hakimi, des Marquinhos, mais tous les joueurs, il les a transformés et il les a valorisés. Donc il y a de la magie là-dedans. Il y a de la magie et ça touche vraiment beaucoup de choses. C'est mental, c'est psychologique, c'est technique, c'est tactique. Il y a trop de choses à travers une simple conférence de presse et il nous regarde avec certainement un regard d'ignorant parce qu'on l'est en grande partie par rapport à ce qu'il fait et il l'a démontré. Alors, il n'avait pas tort. Il avait pas tort. Une question simple, on a droit à une réponse simple aussi, qu'on soit ignare ou pas. Ouais, c'est la Ligue des Champions, du moins la prolongation ce soir sur Beurre FM. C'est Nordine, il y a Kaloulette qui nous écoute, il y a Naël aussi. Voilà, c'est les petites dédicaces que l'on reçoit. Et il y a aussi Karim qui s'excuse d'avoir autant critiqué Luis Enrique. On pourra le retrouver. Oui, Mourad, versatile, c'est surtout envers. Justement, on a Serge qui nous écoute, notre consultant. Et Serge, voilà, il disait Kylian n'en avait rien à cirer, justement, 7 ans avec le Paris Saint-Germain. Il a tout donné. Justement, il a tout donné. Il a tout donné pour le club. Il a été aussi le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a quand même refusé de partir par amour de son club pour prolonger 2 ans et plus. Voilà, aujourd'hui, ils ont gagné la Ligue des Champions sans lui, mais tout le monde, on a l'impression qu'il insulte, il y a une jalousie. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Alors c'est quoi qui t'énerve? Parce que là, rapide. Les comparaisons, on peut les faire à tout moment de la saison. Mais il y a un seul moment où il faut s'arrêter de faire des comparaisons ou de ramener d'autres joueurs dans le débat ou d'autres clubs. C'est quand on soulève la coupe. Purée, Mbappé, Marseille, le Real, le Barça, Arsenal. Et qu'est-ce qu'on va rajouter après? Alors justement, mais là c'est les supporters du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'en parle. Il faut laisser tranquille. Allez, vas-y. On peut pas nier. On le disait la semaine dernière. Moi, à partir du moment où le joueur, faut quand même pas oublier que 99% des joueurs, tu le sais, sont des marchandises dans le milieu du football. Lui, son club de rêve, c'est de rejoindre le Real Madrid. On peut dire ce que l'on veut de Mbappé, il a jamais triché au PSG. Il a jamais triché. On aime ou on n'aime pas, c'est encore autre chose. Quand on pose la question aux gens pourquoi Mbappé il t'énerve, personne n'a vraiment la réponse parce qu'en fait si je peux me permettre, c'est plus extrasportif. On a été emmené dans une spirale où depuis qu'il a annoncé son départ du PSG, même en termes de presse, il s'est fait descendre. Mais depuis Monaco, Mbappé, le seul projet qu'il a, il s'appelle Mbappé. Il s'appelle pas Monaco, il s'appelle pas PSG, son projet. Il s'appelle pas Real Madrid, son projet, il s'appelle Mbappé. Et il est là le seul projet. Alors vas-y. Avec toi, Mourad, on termine cette émission. Je me mets à la place du supporter parisien. Quand on voit des déclarations un peu dans tous les sens où il dit si j'avais souhaité la Ligue des Champions, je serais parti très loin. C'est normal qu'il y ait un karma, qui est le contre-coup de tout ça. Et ensuite, il y a des signes, même si ça peut être à son insu. Même si ça peut être à son insu, mais lorsqu'il brandit le maillot du Paris Saint-Germain avec écrit 2025 dessus, même si on lui a peut-être forcé la main, je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait. Voilà. C'est pas que de sa donc faute, et derrière, bien sûr qu'il sort pas par la grande porte, même si c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Quand même. Il est quand même à 2 doigts d'attaquer. Là, je pense que la prochaine étape, c'est d'attaquer le club au prud'homme. Donc bien sûr, le projet Mbappé, c'est une entreprise financière. Donc voilà, moi je me mets tout simplement dans les chaussures d'un fan lambda du Paris Saint-Germain. Et si je vois ça, c'est normal qu'il y ait le retour de flamme. Voilà, tout simplement. Grand merci à toi, Rentrocé, d'avoir été avec nous ce soir sur cette antenne. Merci à toi et surtout demain vous aurez un gros débat qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Et maintenant, c'est ça. Et là, il y a on va l'aborder demain. La Coupe du Monde des clubs du 14 juin au 13 juillet. Le stade aussi. C'est pas la Coupe intercontinentale. Là, moi, c'est inconcevable de voir le PSG ailleurs qu'au Parc des Princes après tout ce qu'on a vu. Merci la mairie de Paris. Ça sera après la Coupe intercontinentale, justement. Il y a Rachida Dati qui est en train de prendre le relais là. J'ai l'impression. Elle était comme Sold là, elle était partout, elle s'engouffrait partout, elle mangeait à tous les râteliers. Merci Alison, business et mondain, comme à son habitude. Alison, un grand merci à toi. Il n'a pas assisté. Il n'a pas assisté. C'est pas sympa. Elle a pris sa place. Merci à toi, Mourad. Aussi au coach Tolé, sans oublier Greg. Nous avons accompagné aussi à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, la suite des programmes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.